Que ce temps-là. Moi, je pense que ça fait combien, 30 ans? Non, non. Bah, eux, ça fait 2002. Ouais. Et que les femmes en noir existent. Ça fait un peu plus, c'est Israël. Non, mais là, et que jamais la ville de Lyon en a parlé. Jamais. Ah bah, je me dis pour rien. L'origine des femmes en noir, ce sont quelques femmes israéliennes qui se sont réunies au moment de la première intifada, donc fin 87, début 88, pour manifester le fait qu'elles refusaient l'occupation par leur État des territoires palestiniens. Et donc elles ont décidé un mode d'action qui était ce qui a été appelé une veille, vigil en anglais, c'est-à-dire se réunir une fois par semaine sur une place, un endroit public. Alors je suis arrivée par une camarade de la Duchère qui en faisait partie et qui m'a dit tu devrais aller rencontrer les femmes en noir parce que ça vaut la peine, quoi. C'est un mouvement qui vaut la peine. Et alors effectivement je ne le regrette pas puisque donc j'y suis depuis 2004, ça fait donc 14 ans, et tous les vendredis nous sommes donc sur la place des terreaux avec notre banderole qui réclame la restitution des territoires aux Palestiniens. Elles se sont inspirées d'un mode d'action qui était connu depuis un certain temps, à savoir les folles de la place de Mai en Argentine, sauf que les folles de la place de Mai avaient comme symbole d'unité un foulard blanc, alors que les femmes en noir ont décidé de se mettre en noir. Les Italiennes ont raconté de belles choses sur le noir comme étant la couleur qui absorbe toutes les autres. C'est un mouvement, on peut dire, pacifiste, qui a un niveau international, qui s'est déployé depuis donc 87, fin 87, début 88, un peu dans le monde entier, en prenant un peu selon chacun des pays dans lesquels il s'est développé, des colorations différentes. Elles ont pris conscience de l'importance de créer un mouvement de femmes. Pourquoi de femmes ? Parce que les organisations mixtes ne leur plaisaient pas complètement. Elles avaient envie d'affirmer, avec leur façon d'être, cette protestation contre la colonisation israélienne. C'est vraiment, je crois, en 2014 que je suis rentrée et j'ai dit non. Là, je m'engage à aller tous les vendredis. C'est le minimum que je peux faire. C'est aller tous les vendredis en silence sur ces marches de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, la place de Terreau, qui est vraiment un lieu symbolique, puisque c'est là il y avait quand même, c'est là que les condamnés à mort finissaient. Il y avait une guillotine. Ce qui nous a mis mal à l'aise avec nos amis juifs, c'est que nous avons quand même des tas de choses en commun. On nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et on ne le fait pas, en tout cas là, c'est clair. L'étranger est comme un frère parmi nous, parmi les tiens, et c'est pas vrai, on ne le considère pas comme ça. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses. Pendant les guerres des 6 jours, je souhaitais la victoire d'Israël. J'étais encore et je suis toujours, très marqué par ce que fut l'histoire des Juifs. Et le fait de voir ces pays arabes envahir, agresser ce petit pays me scandalisait beaucoup. Je souhaitais la victoire d'Israël. Au début, on a parlé d'un peuple sans terre pour une terre sans peuple. C'est parfaitement faux. La Palestine était occupée par des millions de Palestiniens qui ont été scandaleusement chassés de leur terre en 1948.
Et puis, mon point de vue s'est un peu transformé, voilà, en fréquentant les femmes en noir. Ça s'est fait, ça a été préparé pendant un siècle, et sans demander du tout l'accord des gens qui vivaient sur cette terre, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivaient en Palestine. J'ai lu aussi un certain jour ou à un certain moment des déclarations de Sharon qui m'a paru vraiment anticiper presque la violence avec laquelle Israël se conduit maintenant. C'est-à-dire que dès l'origine, voilà un homme qui s'installait là avec l'intention de le coloniser, de s'emparer des terres. En voyant tous les jours dans le journal, aujourd'hui il y a tant de morts à Gaza, aujourd'hui il y a tant d'enfants qui sont morts en Cisjordanie, etc. En refusant cette espèce de banalisation de morts qui deviennent le quotidien, comme si les Palestiniens, les Palestiniennes n'étaient pas des êtres humains au même titre que les autres. La décolonisation faisait partie de ce que les démocraties devaient faire. Et voilà que ce pays, dans l'impunité, continue à le faire. Du fait de la présence de seules femmes, il n'y a pas les mêmes relations de groupe qui s'instaurent et du coup il n'y a pas les mêmes relations de pouvoir. C'est pas une manifestation, il n'y a pas de slogan, crier. On avait commencé, si je me souviens bien, on n'avait pas de tracts au départ. Maintenant, on distribue des tracts. On rajoute quand même en silence, donc veille, ça ne veut pas dire en silence, mais il y a quand même cette idée d'une présence, c'est ça que ça veut dire une veille, être présent. Pas d'organisation. Alors ça, c'est un truc qui fondamentalement m'a aussi beaucoup plu dès le départ. Et donc c'est quelque chose de complètement informel, il n'y a pas d'adhésion. Les femmes sont là. C'est une action de résistance, voilà, en lien, en solidarité avec ces femmes palestiniennes et israéliennes, mais aussi en lien avec les femmes en général, les femmes du monde qui résistent. Ce mode de veille est assez facile à organiser, sauf sur un point. Facile dans l'immobilité, dans la présence d'informations qu'on donne aux passants, présence d'une banderole qui dit aux passants qui nous sommes, car normalement, et c'est là que ce n'est pas si simple à organiser, normalement nous devrions être silencieuses et nous n'y arrivons pas. Du coup, la banderole, en quelque sorte, c'est bien, elle est là, elle est d'autant plus importante que nous parlons. Elle est importante pas simplement si nous étions silencieuses, mais d'autant plus que nous parlons. On essaye de ne pas parler, on n'y arrive pas. Est-ce capital, n'est-ce pas capital? Je sais, moi, que une veille silencieuse, ça serait très bien. Aujourd'hui, dans notre monde bavard et tonitruant, ça serait bien d'inclure dans notre veille du silence, quelquefois. Quand on est là, on est ailleurs, on est pour autre chose et pour dire autre chose. Je pense que le silence ajoute de la gravité aux propos que nous tenons en distribuant un tract qui explique nos raisons. C'est être là, présente dans ce que je fais. Parce qu'une manifestation,
on marche et on parle de la pluie et du beau temps. Là, on est vraiment là-dedans. Je suis dans mon intériorité, quoi. C'est une façon de se centrer, d'être là et en même temps d'être centré sur les personnes, sur les Israéliennes et sur les Palestiniennes, quoi, d'être avec elles. C'est aussi fort que les mots parce que justement ça interpelle le passant. Ce qui attire le regard, c'est d'une part, c'est aussi que nous sommes que des femmes. Alors, d'un certain âge, il faut reconnaître, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Je fréquente aussi, je crois que l'une de nous y a fait allusion, je fréquente aussi les cercles de silence qui ont lieu tous les mois et qui ont pour cible non pas la Palestine, mais les sans-papiers, hein, les émigrés. Je pense aux lieux, je pense aux personnes. Ma pensée n'est pas tout le temps orientée sur la cause que je défends, les réfugiés. Je peux penser à autre chose. À Jérusalem, j'ai pensé mes blessures et respiré ma tristesse. Et j'ai transporté l'âme dans ma paume pour une Palestine arabe. Je ne succomberai pas à la solution pacifique et ne baisserai jamais ma banderole jusqu'à ce que je les expulse de mon pays, que je les abandonne pour un temps à venir. Résiste mon peuple, résiste-leur. On a toujours essayé de marquer le 8 mars parce que journée des droits des femmes. Donc à ce titre-là, bon, femmes israéliennes, femmes palestiniennes, femmes du monde entier. Là, c'était la première fois que ça a pris la forme de donner de la voix aux femmes palestiniennes en lisant des poèmes de diverses sortes qu'elles ont pu écrire. Je n'avais pas une connaissance particulière de ce qui se passait en Israël-Palestine, sauf que, sur le plan personnel, mon compagnon était juif, pas du tout croyant et donc pas du tout sioniste. Mais j'en ai entendu parler par hasard de cette histoire des femmes en noir sur le marché par une amie, Martine, que tu connais. Et quand elle m'en a parlé, ça m'a tout de suite accroché. J'avais été tentée, comme quand j'avais 17 ans, aller dans les kibboutz qui se faisaient à l'époque, mais je ne savais pas. J'étais complètement ignorante de la situation au Moyen-Orient là, à cette époque-là. Il y a eu donc les amis, les événements, une lecture, un pavé qui avait paru avec Jean-Paul Sartre et les temps modernes, qui s'appelait « Le conflit israélo-arabe » chez Maspero. Je me souviens que je l'ai un peu lu, c'était un pavé. Ça m'a aidé à prendre conscience de ce qui se passait en Israël. Lorsque Herzl a théorisé le sionisme et a souhaité de trouver un pays pour les Juifs, il n'a pas pensé à la Palestine. Il voulait un endroit vide, un endroit où il y ait de la place. Le sionisme tel que l'avait conçu Herzl était laïque, n'était pas religieux. Bien sûr, j'imagine que vous connaissez comme moi ou comme d'autres les textes qui véhiculent cette idée, mais vous ne les prenez pas comme une exactitude. Vous les prenez comme une histoire. Une terre sainte où on accepte tout ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas entendre ça. Et j'irai pas à un pèlerinage, ou alors il faudra vraiment qu'on me convainc, mais vraiment fortement pour me dire, si, tu vois, non. Par contre, aller rencontrer des Israéliens juifs et des Israéliens, des Palestiniens, des musulmans arabes, qui ne sont pas forcément musulmans, parce qu'en fait ils sont arabes, mais c'est pareil, là aussi c'est des gens qui ne sont pas forcément, ils sont pas tous pratiquants non plus. Donc cette notion de peuple élu, c'est scandaleux, ils en profitent, et les Européens et nos gouvernants jouent avec ça.
J'ai connu, disons, l'époque où aller dans un kibbutz, ça devait être super bien, etc. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'en ai eu l'idée. Avant de comprendre un petit peu ce qui se passait là-bas. Alors, une particularité, c'est que mon père est d'origine juive. Alors, pour les autorités, notamment orthodoxes, ça ne fait pas de moi une juive, puisque ma mère ne l'était pas. Mais historiquement, symboliquement, émotionnellement, à travers mon père et sa famille, dont une partie a été déportée, je suis héritière de cette histoire-là. C'est quelque chose qui me concerne profondément. Et donc, j'ai cette part juive. Cette part juive fait que je ne peux pas supporter que des juifs et des juives traitent les Palestiniens comme des sous-hommes ou des sous-femmes, alors qu'on les a traités eux-mêmes, elles-mêmes, comme des gens qui n'étaient pas humains. Quand on lit des livres sur les femmes israéliennes, les femmes palestiniennes, on voit bien qu'il y a déjà des prises de conscience qui précèdent. Mais là, c'est la création d'un mouvement. C'est toujours bien particulier. C'est quand des forces s'accumulent et créent une organisation. C'est quelque chose qui a essaimé un peu dans le monde entier, puisqu'il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, il y en a en Autriche, voilà, il y en a en Europe, il y en a en France. Quand le conflit à Belgrade a commencé, là, la même logique. Les femmes de Belgrade, des femmes alors donc serbes, croates et bosniaques ont refusé d'entrer dans cette logique du rapport de force et d'élimination de l'autre. Il y a aussi le fait du symbole très fort, le rythme toutes les semaines, une espèce d'inscription dans la durée, quoi, dans le temps, qui refuse de se laisser influencer par « Oh mon Dieu, mes pauvres, mais ce conflit, ça sera ad vitam aeternam, ah, mais à quoi ça sert, etc. » tout ça. Non, c'est dans quelque chose de plus fort et de plus profond qui essaye de dire une unité dans le divers, quoi, et dans la diversité. On a pu, ici à Lyon, aller les rencontrer, ces femmes en noir de Jérusalem, lors d'une conférence internationale, je crois, qui a eu lieu en 2005 à Jérusalem, Jérusalem-Est. Et cela nous a confortés dans notre mouvement à Lyon. Et les Palestiniens et Palestiniennes ne sont pas des gens comme vous et moi qui ont des droits, c'est en lien, bien sûr, avec l'occupation, mais avec l'expulsion qu'il y a eu de centaines de milliers de gens, par rapport à ce qui se passe maintenant, par rapport aux arrestations, par rapport à la détention administrative, par rapport à la discrimination dont sont victimes les Palestiniens de 1948 qui vivent donc en Israël, qui ont la citoyenneté israélienne mais pas la nationalité, les exactions de toutes sortes, ce qui fait que les gens ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se soigner, etc., etc. Ce mouvement des femmes en noir en Israël s'est aussi préoccupé de la politique israélienne dans sa façon de s'étendre jusque, comment dire, avec le mur, avec la question de Gaza. Fin 89-90 avait été organisé déjà des rencontres internationales pour la paix. Et bon, c'était des rencontres sur beaucoup de plans, les plans politiques, les plans spirituels, les plans militants. Et à cette occasion-là, il y a eu une rencontre de femmes en noir à Jérusalem. On était, je sais pas, 5000. Et où on est parti de Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est, et où il y avait des Européennes, des Nord-Américaines.
c'est quelque chose de rencontrer en personne et en parole et en chair et en os. Des jeunes soldats, entre autres, qui vous disent qu'ils refusent d'aller servir et d'obéir aux ordres militaires en Cisjordanie, où on avait le sentiment que si on était des militants et des militantes pro-palestiniens et pro-palestiniennes, automatiquement on était dans un rapport d'ennemi avec tout ce qui était Israël, etc. Et donc là, c'est là aussi que j'ai rencontré les premières, enfin à part les femmes en noir bien sûr, des groupes où des Palestiniens et des Israéliens travaillent ensemble. D'abord, les gens sont chassés de leur terre. Ça, c'est une première injustice notoire. Ensuite, ils n'ont quand même pas tellement la voix au chapitre. Ils sont confinés dans des territoires qui se réduisent de plus en plus. Par exemple, on va jusqu'à détruire leurs écoles, on va jusqu'à détruire les organisations qu'ils font par rapport à l'agriculture ou par rapport à des constructions, etc. Les oiseaux migrateurs, qu'est-ce qu'ils sont chanceux! Ils sont les seuls à sortir de Palestine et à y entrer sans demander la permission israélienne. Ah, si j'étais un oiseau! Je voudrais dire que notre résistance est une résistance pour avoir notre droit à la vie, le droit de nos enfants à un avenir meilleur. Nous ne combattons pas le judaïsme comme religion, ni l'israélien comme un israélien. Nous combattons le sionisme comme mouvement qui repose sur le meurtre, la déportation des Palestiniens, l'occupation des terres et de leurs richesses. Quand on lit un petit peu l'historique, et je suis loin d'être au clair avec tout ça, des villages qui ont été détruits et où on a expulsé les gens, où on les a forcés à partir, et des villages qui n'existent plus, quoi. Il n'y a plus le nom. Et ça le nom, c'est notre identité, quoi. L'idée sioniste est née à une époque où avoir des colonies, c'était très bien. C'était très bien pour la Grande-Bretagne, c'était très bien pour la France, c'était très bien pour tout le monde. En fait, au départ, il y avait beaucoup d'opposition chez les Juifs, enfin, notamment les Juifs ashkénazes, dans le Bund. Il y avait beaucoup d'opposition à ce projet. Les gens ne souhaitaient pas cette création, ils préféraient se battre pour leurs droits, si besoin, là où ils étaient. Les Européens qui ont poussé à la création de l'État d'Israël étaient des antisémites pour la plupart. Ils avaient l'idée à la fois de se débarrasser de leurs juifs, et puis d'avoir des gens qui leur devraient quelque chose par là-bas, que ça pouvait être intéressant. Donc, c'est clair que les Occidentaux ont une part terrible dans cette tragédie, dans cette création. Là, en ce moment, avec ce qui se passe à Gaza, où on leur tire dessus, on tire sur des civils, on tire sur des femmes, sur des enfants, sur des adultes, sur des hommes, comme ça, au prétexte qu'ils sont près de la frontière, qu'on leur tire dessus, alors qu'ils sont à main nue, quoi, parce que même s'ils ont des pierres, c'est pas avec ça. Et on n'en parle quasi pas dans les médias. On parle de la Palestine quand il y a un coup de couteau, et encore, et sinon on n'en parle pas, mais ça veut dire que c'est pas des humains. Au moment de l'opération Plan Durci, il y a quelques années, il y a eu des milliers de morts,
et encore maintenant, récemment, là, il y a encore eu des morts parce que les soldats israéliens sont prêts à tirer sur n'importe qui. C'est une colonisation, on va dire, particulière, parce que elle a à la fois une origine interne dans le mouvement juif, de certains juifs qui ont créé ce mouvement sioniste, et elle a une origine internationale, à la différence d'autres colonisations. C'est ça qui est complètement étrange et scandaleux. C'est dès, novembre 1917, cette déclaration Balfour qui montre à quel point l'Europe est engagée dans cette question israélo-palestinienne de façon centrale, puisque oui, on vous soutient, vous qui voulez créer un État ou du moins un foyer juif dans ce pays qui s'appelle la Palestine et que vous revendiquez comme votre ancienne terre, on va vous aider. Mais on va vous aider parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop de juifs chez nous. C'est un point crucial dans mon engagement, ce défaussement de l'Europe sur les pays arabes. Il y a une vieille culpabilité de l'Europe par rapport à ce projet insensé d'Hitler et de tous les fous qui étaient avec lui, à faire disparaître le peuple juif. Janina Eschley est une fillette de la région de Lwów, donc maintenant c'est en Ukraine je crois, mais à l'époque c'était encore polonais. C'était une région où il y avait beaucoup de juifs, et cette fillette est une miraculée de la Shoah. Elle a été exfiltrée de Pologne jusqu'à Cracovie pour être mise à l'abri, et après elle a réussi à aller en Israël. Et là, elle a découvert une situation absolument scandaleuse dont elle dit « Notre passé tragique ne nous donne pas le droit, en Israël, de confisquer des terres, de détruire des maisons, d'arracher des champs d'oliviers entretenus pendant des générations. » Elle est la mieux placée pour dire ces choses-là. Elle est elle-même une rescapée de la Shoah, et elle dit de quel droit on va faire subir à d'autres ce que nous avons subi, c'est inhumain, quoi. Et elle a fait partie d'ailleurs des premières femmes en noir d'Israël dès que le groupe a été créé. C'est quand même très intéressant. Ce livre, elle l'a écrit parce qu'on lui a sauvé la vie, on lui a demandé d'écrire, de témoigner. Elle était dans un camp de concentration et de mise à mort, mais c'était aussi un camp de travail. Au début, il n'y avait pas de danger de mort pour ceux qui travaillaient, parce qu'ils soutenaient l'effort militaire nazi. Je voulais transmettre à mes enfants la responsabilité et le sens des droits de l'homme. Ma mère sent un devoir de s'opposer au problème des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle-même, elle a été sauvée par des Polonais qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs. Et donc le moins qu'elle pouvait faire, c'est de remercier les Palestiniens dans leur lutte pour la liberté.
j'ai souvent le rôle de distribuer des tracts avec une autre personne. Et j'ai dû me mettre dans ce rôle et j'aime bien discuter quand les gens s'arrêtent, comme une autre personne, on est en général 2 à discuter avec les passants. Des gens s'arrêtent, discutent, alors ceux qui s'arrêtent, la plupart du temps, ne sont pas hostiles. Ils sont intéressés, très souvent des jeunes me disent « je n'y connais rien » et du coup, on s'embarque dans une prise de parole un peu longue parce qu'il y a beaucoup à dire. On commence à parler, on croit être d'accord, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que non, ils sont complètement contre notre position. Eh bien, personnellement, par expérience, je sais que, alors là, il faut rester calme, parce que ça ne sert à rien de s'emporter. On essaye de convaincre, mais petit à petit, je m'aperçois que dans ces cas-là, ça sert presque à rien de parler. Mais bon, on parle quelquefois longtemps, inutilement. On a eu, et j'ai l'impression qu'on en a moins, mais il y a eu des agressions verbales, notamment de la part de jeunes qui se réclamaient, qui disaient être juifs et en lien avec Israël. L'argument principal, c'est qu'on n'y connaît rien, qu'on n'a rien compris, qu'il faut aller voir là-bas. Bon, on est plusieurs à y être allés. C'est l'argument principal, mais parfois c'est vociféré d'une façon assez violente. Bon, ça s'est arrêté au verbal. Et il y a encore pas très longtemps, l'été dernier, je crois, j'ai discuté au moins une demi-heure avec un monsieur qui n'était pas jeune, lui spécialement, qui m'a déroulé des arguments pour m'expliquer que Israël ne faisait que se défendre contre des dangers extrêmes. La proportion de personnes intéressées à discuter et à trouver que ce qu'on fait est une... Enfin, on n'est pas là pour avoir des compliments, mais je veux dire qui s'arrête dans le sens d'un intérêt vraiment profond pour la question d'une manière sympathique et majoritaire par rapport à les quelques incidents qu'on a pu avoir de quelqu'un qui une fois nous a arraché notre banderole, de ceux et celles qui nous disent « ça sert à rien et puis vous feriez mieux de vous occuper des migrants, des migrantes, de je sais pas quoi, de la sécurité sociale, de je sais pas quoi, voilà. » Bon, et puis évidemment des qui sont pas du tout, qui pensent que automatiquement qu'on est contre l'État d'Israël. Il y a des gens qui jettent un coup d'œil parce que on est visible sur les marches, et puis qui aussitôt tournent la tête et regardent bien devant eux pour surtout on ne puisse pas les interpeller, etc. Il y a des personnes qui réagissent du genre « non mais de quoi elle se mêle ?» ou enfin on ne sait pas très bien, mais c'est quoi cette histoire? Alors on ne sait pas si c'est aucun intérêt, si c'est elle raconte n'importe quoi, on ne sait pas très bien. Mais bon, qui désapprouve de toute façon. Oui, ça arrive, et puis des gens qui passent, voilà, qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça ou d'autres choses. On a eu une fois la banderole déchirée quand on était en bas, de l'autre côté de la place des terreaux, là, quand il fait chaud, on est de l'autre côté. Donc là, une fois, il y a une femme qui est arrivée, puis qui a, bon, la banderole, elle est en tissu, elle ne tient pas bien. Bon, elle a déchiré parce qu'elle n'était pas d'accord. Il y en a eu une récemment on s'est fait d'ailleurs avec une des doyennes du groupe, qui s'est retrouvée à dévaler les marches et qui a été blessée, et ça lui a fait quelque chose. Mais c'était le geste d'une déséquilibrée qui ne savait pas, enfin, qui a eu des propos incohérents et qui n'avait pas conscience qu'on était un groupe qui étions présents là pour la Palestine. Dans ces cas-là, on a beaucoup eu l'expérience que c'est pas tellement la peine de discuter parce que, vous savez, ils ou elles prennent le prétexte de notre présence pour être dans leur schéma à eux. Mais ça,
Ça, c'est vraiment... enfin, je dirais que ce sont des choses qui se passent de façon assez exceptionnelle quand même, par rapport à oui, une grosse majorité des personnes qui, quand elles s'arrêtent, je sais pas, sont très... Ah bon, c'est très intéressant d'observer ça, parce que, oui, entre les gens qui lisent mais qui ne voient pas, parce que ça lit et ça ne voit pas, puis les gens qui lisent, qui sont interpellés, ah, tiens, c'est quoi les femmes en noir? On a eu tout, hein. Ah bon, alors vous êtes pour les femmes en burqa, par exemple? C'est très intéressant. Et c'est très intéressant parce que ça nous oblige à affiner nos manières de répondre et nos convictions aussi. On a souvent des jeunes qui viennent s'informer, ce qui est une très bonne démarche. Alors, il y en a certains d'ailleurs qui étudient, alors je crois que c'est en terminale ou en première, je ne sais pas. Il y a quelque chose sur la Palestine dans le programme. Et il est arrivé que, du coup, des jeunes viennent nous demander davantage de renseignements, ou c'est parce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont envie de savoir. Donc c'est bien. On s'est demandé pourquoi il n'y avait pas plus de jeunes. On a quand même une assez jeune mère, elle n'est pas souvent là, parce que, justement, être mère de famille et non grand-mère, eh bien, c'est du temps consacré aux enfants toute l'année, chaque jour de l'année. Et c'est un petit peu, on le sait, la raison pour laquelle c'est surtout des grands-mères qui sont là sur les marches de l'hôtel de ville. Donc il y a une raison, je ne sais pas comment l'appeler, mais concernant le temps social des femmes. Les prévisions un peu à long terme des actions. C'est un temps qui n'est pas celui des jeunes. Le mode d'action n'est pas très attractif pour les jeunes. Voilà ce qui nous semble. On en est ennuyé, mais l'important c'est de dire à tous les jeunes qui passent, et beaucoup de jeunes s'arrêtent, ont envie de causer avec nous, qu'ils connaissent notre mouvement, ils connaissent ce qu'on dit, et c'est une des choses importantes. Bon, alors ces vieilles croulantes, quand elles seront plus là, il n'y aura plus de femmes en noir. C'est possible, mais moi je vous répondrai à ce moment-là que les femmes en noir disparaissent en tant que telles parce que, à Lyon par exemple, parce qu'elles sont âgées, etc., et qu'elles n'ont pas été capables de transmettre le flambeau à des plus jeunes. Il me semble que pour moi, le jour, ce qui serait triste, ça serait que les femmes en noir disparaissent et que la situation politique n'ait pas bougé. Pour moi, le fait que les femmes en noir disparaissent, ça serait un très très bon signe si, d'une manière ou d'une autre, l'évolution géopolitique de la région avait changé. C'est ça pour moi le plus important. C'est un peu comme, j'en sais rien, dans le mouvement des femmes, après 68, alors oui, il y a des vieilles croulantes aujourd'hui, les historiques, comme on nous appelle, etc., etc., etc. Bon, ça n'a pas fait que le mouvement des femmes s'est arrêté. Il y a des très jeunes femmes dans le mouvement des femmes qui n'ont pas la même vision que les anciennes, et je pense que pour les femmes en noir, c'est la même chose. Je suis les actualités sur la Palestine exactement comme une étrangère. Même un étranger possède plus de droits que moi en tant que Palestinienne. Au moins, il peut entrer en Palestine comme touriste.
il peut voir sa beauté incarnée dans ces montagnes. Oh, mon emprisonnement! Moi, j'écris maintenant, mais la situation est banale, comme la vie des animaux. Mon cœur, assez de bonté, car tu vis avec les loups. Oh, mon ami, mon cœur, à cause de l'éloignement, est déprimé. Ça suffit, mon cœur. Calme-toi et ne pense pas à cet emprisonnement. Tu n'es pas seule dans ta prison. Chacune d'entre nous, dans le groupe, écrit régulièrement à une femme palestinienne en prison. Alors, nous savons que les courriers ne sont pas distribués, mais elles savent par l'avocate qui les défend et que nous finançons en partie, qu'elles reçoivent du courrier. Et ça, c'est important pour elles, sur le plan moral, savoir que quand même, dans leur isolement de la prison, elles savent que d'autres femmes sont solidaires et pensent à elles, c'est important. Elles sont mal soignées, mal considérées. Très belle exposition qui était à la mairie du Premier, là. C'est donc une jeune femme peintre, toute jeune, de Gaza, qui a fait des portraits assez terribles, parce que la situation à Gaza, elle est terrible. Et alors maintenant, elle est à Istanbul, je ne sais pas comment elle a réussi à aller là-bas, mais elle a fait une galerie de portraits très saisissants sur la situation des femmes à Gaza et des gens à Gaza. La mairie de Lyon a accepté notre présence, même si il y a eu une fois, mais d'autres femmes en noir, pour être plus précise à ce sujet, des gens qui regardaient notre veille, qui sont allés dire à la mairie que comment était-il possible qu'il y ait cette... Mais... Alors, visiblement... quelqu'un de la municipalité n'appréciait pas que nous soyons sur les marches de l'hôtel de ville de Lyon. Et donc, a alerté je ne sais pas qui, et un policier est sorti de l'hôtel de ville et nous a demandé de descendre des marches. Donc on a d'abord obtempéré, tellement surprise par ce qui se passait, et puis après on a décidé qu'il n'y avait aucune raison. On a demandé un rendez-vous au maire de l'époque, M. Collomb. Nous avons été reçus par je ne sais plus quel adjoint, avec qui il y a eu une discussion pour expliquer ce qu'on faisait, nos motivations. Depuis, nous n'avons plus d'autres problèmes avec la municipalité. Alexis, explique-moi. Ah, déjà, Alexis. Forcément lui, même si je sais pas quoi. Alexis, il a dit. Alexis, il est vraiment moche.
on n'a pas le sentiment que ça serve vraiment. Je n'ai pas le sentiment que ça serve vraiment. Les passants d'ailleurs nous font la remarque souvent. Cependant, l'utilité de ce qu'on fait n'est pas un critère très présent dans notre action. Ça ne vient pas dans notre réflexion. On se connaît modeste, on sait qu'on est modeste, mais dans l'actualité politique générale, on voit tellement de mouvements qui sont petits, qui n'arrivent pas à émerger de façon grande. On est dans ce lot. C'est un peu classique d'être très minoritaire. Ce qui nous ennuie le plus, c'est que quand il y a des massacres, comme il y en a eu à Gaza en 2014 avec Plomb Durci et avant avec d'autres guerres sur Gaza, alors là, il y a une foule de gens dans les manifestations. C'est ça qui est dommage, c'est que il faille ce sang couler pour que la foule arrive. Vous voyez peut-être comment les gens qui passent place des terreaux, très souvent, discutent volontiers et acceptent de partager nos raisons. Je crois que oui, qu'on a un effet, sans doute pas intense, mais on a un effet sur l'opinion. Alors, comment est-ce que là ça se répercute jusqu'aux forces agissantes, je ne sais pas. Dans la relation et dans l'histoire de la pensée, dans la vie de la pensée, les questions sont aussi importantes que les réponses. Et je crois qu'on pose des questions beaucoup en faisant ce qu'on fait. Il y a des gens qui disent que les choses peuvent parfois dans l'histoire basculer très rapidement. Bon, il y a eu un certain nombre de cas, le mur de Berlin, l'Afrique du Sud, ça a fini aussi par changer. Oui, bien sûr, je l'espère. Alors, les femmes en noir, le collectif, nous sommes engagés dans une démarche de boycott des investissements sanctions, que ce soit au niveau boycotter des produits, enfin ne pas acheter un certain nombre de produits, mais aussi faire pression sur, par exemple, des fonds de pension pour qu'ils se désinvestissent des entreprises qui elles-mêmes sont investies dans la colonisation, la surveillance, les prisons, etc. Les médias n'en parlent pas. Donc là, quand on va, par exemple, devant un magasin et qu'on se pointe et qu'on dit voilà, il faut boycotter tel produit qui est dans ce magasin, et ben, du coup, le gens, ah bon, mais il se passe ça, ça interpelle. Ils font ce qu'ils veulent parce que les menaces ne sont pas prises au sérieux, elles n'ont jamais abouti. Donc le boycott est la seule menace, peut-être petite, mais qui véritablement existe et agit. L'occupant, c'est-à-dire l'armée israélienne, décide de ceux qui rentrent et de ceux qui ne rentrent pas dans la bande de Gaza. Ces produits sont aussi divers que des semences, que des produits vétérinaires, que du ciment et l'ensemble des matériaux de construction, que des couvertures, que des matelas. Le minimum vital, on leur supprime, quoi. Si c'est pas de la colonisation, qu'est-ce que c'est? Et quand on parle de ça aux gens, ils disent bah non, c'est pas. Qu'est-ce que c'est si c'est pas de la colonisation alors? Et il faut exiger du gouvernement français qu'enfin il agisse. Au lieu d'avoir des accords commerciaux aujourd'hui avec Israël pendant qu'on tue, pendant qu'on affame, il faut demander des sanctions.
des sanctions, puisque c'est boycott, désinvestissement, sanctions. Ça, ce sont les États qui devraient les appliquer, qui ne les appliquent pas. Et en France, on est même moins de ça. Il y a plutôt des liens avec Israël, des liens commerciaux, des liens technologiques très serrés, plus une tentative de faire taire les partisans du BDS et partisanes. Et voilà. Bon, c'est vrai que ça fait quand même bouger les choses au niveau de l'image d'Israël à l'extérieur. Elle est quand même très dégradée. Les gouvernements soutiennent toujours Israël, mais pas les populations. Il y a quand même beaucoup d'actions de par le monde. Oui, il y a de l'espoir avec mêlé d'une grande crainte. L'espoir, c'est que les Palestiniens arrivent à pouvoir vivre avec les Israéliens sur cette même terre. Sans doute, on va y arriver. Sans doute, les Palestiniens vont pouvoir vivre à nouveau sur l'ensemble de leur terre. Avec des Israéliens, sans doute. Avec tous les Israéliens qui vivent maintenant, sans doute pas, car il y a un tel conflit. Si je me suis engagée, c'est parce que j'avais de l'espoir. Je ne suis pas sûre que j'en ai toujours. Je me rends compte plus qu'avant comment la société, enfin le monde tel qu'il est, avec les nationalismes qui s'exaspèrent, avec l'emprise de l'argent sur la manière de conduire la politique et des intérêts, me donne pas trop d'espoir. Ce qui va permettre aussi peut-être une approche, c'est que la population israélienne se sensibilise, et il y a des Israéliens, des Juifs israéliens qui sont contre la colonisation. On en a rencontré ici en France et là-bas qui font un travail pour sensibiliser la population et leur dire voilà ce que c'est. Vous voyez, vous êtes complices de la colonisation, vous êtes complices de populations qui vivent en dessous de tout, et donc je pense que c'est ça qui du coup va faire pression contre les gouvernants, quoi. Moi je pense qu'il y a que ça de possible. Nous militons chaque fois que l'on peut pour dire ce n'est pas une guerre qui va pouvoir résoudre le problème. Mais on est si petit, on a vu qu'on était petit comme tout, donc on ne sait pas comment ça va se passer et on peut craindre, surtout voyons la position internationale des États-Unis, de l'Europe qui ne dit mot, qui dit mot mais qui ne fait rien contre Israël. À l'heure actuelle, 2 États, pour moi, c'est impossible. Et ça ne sert que de fiction aux gens qui disent non, on va discuter pour faire 2 États et qui en fait ne font rien. Le projet à 2 États est mort, je crois, c'est dans l'état des choses. Quand on voit la carte palestinienne avec toutes ces colonies qui s'installent partout, sur les collines, qui mobilisent tous les lieux d'observation, et les Palestiniens qui sont réduits à des petits groupes minuscules avec ce scandale du mur qui a déjà pris une bonne partie de leur terre, et puis leurs oliviers qui sont de l'autre côté, ils font des heures de queue au checkpoint avant de pouvoir aller cultiver leur terre et ramasser. Ils ont 15 jours pour ramasser leurs olives, ce qui est infiniment trop peu. Mais c'est la politique de Netanyahou et toute sa bande. J'ai écouté récemment une conférence de Virginia Tilley, qui est une des 2 personnes qui a rédigé un rapport pour la CESAO
donc organe de l'ONU, agence de l'ONU, sur le crime d'apartheid dont Israël se rend coupable. Et sa conclusion, c'était qu'il faudrait en revenir à la Palestine mandataire de 1920 et quelques, où il était prévu que toutes les populations soient égales, et arriver à construire quelque chose là-dessus. C'est ce qui aurait dû être fait depuis le départ, et c'est ce qui devrait advenir un jour, avec bien entendu des droits strictement égaux pour tout le monde. Je sais que mon mari avait eu l'occasion d'aller en Palestine, en Israël, et à l'époque d'Arafat, où il y avait encore un espoir que ce peuple soit reconnu dans son intégralité, peut-être, et qu'on lui restitue, pas ses maisons, puisqu'on les a détruites, mais au moins des territoires où il pourrait se réimplanter. Et quand même, ce qui se passe à Gaza, c'est inacceptable. Gaza est le plus grand camp de concentration au monde en ce début du XXIe siècle, méthodiquement asphyxié par un blocus implacable et illégal qui dure depuis plus de 10 ans grâce à la complicité internationale de celle particulièrement de la France. Tuer froidement des civils sur les grilles du camp de concentration où on les a enfermés, c'est un crime contre l'humanité. Les responsables de ce crime devront être jugés et condamnés. Je suis l'intifada et la pierre. Je suis la prison et la prisonnière. Je suis la plage et la mer. Je suis le peuple et la cause. Je suis l'abductrice et l'exilée. Je suis la martyre et la blessée. Je suis le patrimoine et l'histoire. Je suis le plomb et le fusil. Je suis le nuage et la pluie. Savez-vous qui je suis? Je suis la fille palestinienne. Je vous appelle intensément, je vous salue cordialement. Malgré l'injustice de l'ennemi, je vais rester ici. Je ne serai pas victime comme au passé. Mon sang est la dot de la victoire de mon pays. L'homme orange a parlé. Il a promis la ville hors du bleu de notre ciel. Dit rapidement, Dieu sait mieux. Un Dieu qui a tendance à s'adresser aux Blancs, à leur promettre ce qui ne leur a jamais appartenu en premier lieu. Un Dieu trafiquant l'histoire sur le libre marché. Homme orange, garde ton Dieu des gratte-ciel et des terres promises, ton Dieu des empereurs et de l'alliance impie. Notre foi est un enfant menotté et cerné par les soldats. Notre déesse est une femme s'agrippant au rocher. Nous prions le Dieu de la poésie. Nous nous battons dans les ruelles de la vieille ville. Nous prions le Dieu de la poésie. À chaque souffle à Jérusalem, nous nous battons.
Je commence à sentir que mon cœur est mort et mes pensées s'écroulent. Où suis-je et où m'amène le courant? Où suis-je? Où sont-elles parties ma volonté et ma ténacité? Dieu, donne-moi la patience. Ô toi qui crées la patience, tu as la décision. Inspire-moi la force, ne me laisse pas seule face aux orages. Quand mon âme est devenue comme la terre asséchée, assoiffée pour la pluie, quand mon sang bout dans mes veines comme le feu, je veux être un oiseau libre qui chante sur les branches des arbres. J'espère que les chaînes et les murs se briseront et disparaîtront de ma vie. J'espère que mon âme trouvera la lumière sans aucun obstacle. Je ne veux pas vivre dans la peur, les surprises et les blessures. Qu'est-ce qui a rendu ma tête prisonnière et mon cœur en feu et flamme? Qu'est-ce qu'ils font à moi, l'univers, l'aliénation et les destins? En fait, nous, ça fait 15 ans à Lyon qu'on s'est joint à ce mouvement international des femmes en noir qui, comme c'est indiqué sur ce tract que je vais vous donner, a été créé par des femmes israéliennes elles-mêmes à Jérusalem. Et là, sur ce tract général, il y a un peu la base de la raison pour laquelle on est là tous les vendredis assidûment. C'est d'abord... Tous les vendredis. D'accord. 6 à 7. Ok, très bien. Et je vous donne un tract actualité qui parle de la mobilisation de la population de Gaza contre le blocus pour leur retour de là où ils ont été, dans leur village, là où ils ont été chassés. Voilà. Ben c'est bien, continuez. Oh, merci. Bonne journée, au revoir. On se renseigne un peu du mieux qu'on peut. Bon, après, les médias classiques, ils relaient pas forcément les bonnes informations et celles qui nous intéressent. Mais... C'est une sous-branche de l'ONU en fait qui s'occupe des réfugiés et on recrute en fait des donateurs pour cette association. Ça fait on connaît bien les conflits palestiniens, syriens, tout ce qui se passe un peu dans les pays où il y a des conflits armés et des persécutions. En tout cas, bravo. Je vous dis, il y a des groupes partout, en Amérique, dans les pays du Nord, en Afrique, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça vous permettra d'avoir peut-être des idées plus nettes et mieux informées. N'hésitez pas, on est là tous les vendredis depuis 14 ans. Ce qui est très important, c'est l'humanisme. C'est l'humanité qui parle. Et c'est ce qu'on veut bien voir. Voilà. Évidemment, la paix se construit avec la justice. Exactement. J'espère que la Palestine elle trouvera un jour sa liberté. Voilà. Donc, malgré que la moitié de ces territoires sont occupés. Et on ne peut pas changer les choses parce que les Israéliens, ils n'ont pas un pays. Donc, où est-ce qu'ils vont partir? Donc, ils vont rester. Mais j'espère qu'un jour qu'ils vont trouver un arrangement. Ils partagent les terres. Ils vivent en paix. Voilà. Donc, voilà. J'essaie de faire en paix. En tant que femme en noir, on n'a pas de fonds. On est un mouvement, on n'est même pas une association avec des statuts, etc. C'est vos propres moyens à vous C'est nos propres moyens. Et des dons de particuliers, non, même pas? Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on vend des badges comme ça, parce qu'on est en lien avec une association de femmes israéliennes qui soutient les prisonnières politiques palestiniennes. Et donc, quand on a un peu de sous, on leur envoie. Voilà. C'est bon à savoir, là. Courage. Qu'est-ce que vous pensez de ces dames qui sont là? Ah bah ça dès que j'ai vu, et surtout par rapport au shalom, salam, la paix, ça m'a interpellé et ça m'a fait frémir un peu. J'ai des poils qui sont soulevés, ces bras. Ah, vraiment. On est venu parce qu'on a vu la banderole, hein, et du coup on a récupéré les papiers pour plus se renseigner. Et je trouvais ça très bien comme mouvement, oui. Je connais un peu la Palestine, moi je suis dans une organisation qui fait des voyages et on fait des voyages sur la Palestine. On est à Poitiers. On a eu des jeunes qui sont venus un peu nous interviewer en nous disant « Ah oui, on a fait ça en classe ». J'avais l'impression que c'était des plus grands que les troisièmes. Je pense. Après, il y a une sensibilisation qui est forte, quoi qu'il en soit, des élèves, parce que ça parcourt la société, quoi qu'il en soit, cette question-là. Mais je connaissais pas votre mouvement. C'est superbe.
Tout ce qui s'est passé avec le nazisme et Israël, Israël est en train de faire exactement la même chose. Créer un mur pour entourer une bande de terre, c'est faire une extrême référence à la guerre froide, avec le mur de Berlin. Je suis quelqu'un de 24 ans, je ne comprends même pas l'époque dans laquelle on vit, parce qu'avec tout ce qui est en ce moment les mouvements des Justice Warriors, etc., ils sont en train de faire renaître le fascisme. Quand on voit qu'Israël a les appuis des États-Unis et que justement, vu qu'il y a l'appui des États-Unis, on ne peut rien faire, ils font tellement en sorte qu'on pleure sur leur sort qu'on en oublie le reste de l'humanité alors que c'est des choses qui se passent depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on fait toute notre vie en sorte de défendre ce qu'on a vécu, ou est-ce que justement à cause de ce qu'on a vécu, on a un séquel, on a un traumatisme et on le fait subir aux autres? Israël-Palestine, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce sont que des femmes d'un certain âge, donc vous êtes par rapport aux générations... Oui, mais il faut, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de jeunes et plus de diversité avec vous. C'est un combat, mais... C'est la putain, on est en 2018, on se dit en France, on dit avoir eu beaucoup de philosophes, qu'on parle de Socrate, on parle de Nietzsche, d'Einstein, et pourtant il ne se passe rien. Donc moi voilà, je me revendique totalement anti-républicain, punk, le no futur, et malheureusement, c'est pas par envie que je dis ça, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un futur, mais je vois pas comment on peut arriver à un futur décent à notre époque. Franchement, je suis très très émue de vous voir, vous, je vais pas dire des femmes blanches, dire des femmes blanches, mais franchement nous on est de confession musulmane et moi ça m'a touché énormément que des femmes comme vous soutiennent la Palestine. Je vais pleurer. Jamais vous avez pu mettre une réponse sur le fait de pourquoi l'État français ou l'Union européenne n'intervient pas dans ce conflit pour remettre un petit peu la paix dans cette région du monde. Est-ce que je peux vous prendre Merci beaucoup. Génial, merci. Et du coup, c'est ouvert à tous tant qu'on est habillé en noir ou comment ça se passe en fait? En fait, c'est juste l'emblème de leur association. D'accord. Voilà, bon, on garde c'est un mouvement de femmes parce que depuis le départ, c'est un mouvement de femmes. On participe au collectif 69 pour la Palestine qui est mixte, hein, je vous rassure, mais le mouvement des femmes en noir, c'est un mouvement de femmes. Je voulais vous dire que je ne suis pas d'accord pour ce qui se passe en Palestine. Il faut mobiliser le plus de gens possible pour qu'ils essayent de réagir à ce qui se passe. Donc voilà, il faut beaucoup de soutien. Et voilà, merci beaucoup. Cette espèce de conflit, de rivalité, genre on a l'impression, on fait des gros amalgames, on se dit c'est les personnes qui habitent en Israël qui disent ça et qui pensent ça et toutes les personnes, alors que non, il reste des personnes en Israël qui sont contre ce mouvement-là, d'occupation, de machin, et je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait, ça passe vraiment... Déjà, le gouvernement et les officiels sont dans une toute autre politique, comme vous le savez, hein, c'est surtout eux qu'on entend. Hein. Je suis très au fait de l'actualité, de cette anxiété horrible qui se passe en Palestine, et de ce problème sans fin qui dure depuis maintenant 48. Oui. Voilà, et puis les espoirs de paix d'Isaac Rabin et de Yasser Arafat, il y a très très longtemps, malheureusement n'ont pas été poursuivis après l'assassinat de ces deux personnes monumentales. Et je crois que il faudra peut-être trouver d'autres moyens de lutte, et je trouve que le mouvement de ces femmes en noir, de ces palestiniennes, je pense que peut-être que de là viendra peut-être une nouvelle forme de lutte, et j'espère que au bout de... ça fait maintenant 70 ans que cette occupation dure, et je trouve que pour le bien à la fois israélien, à la fois des chrétiens, à la fois des arabes, israéliens, des Arabes vivant en Palestine, etc., ça serait vraiment bien parce que ça reste un point d'accès énorme dans le Proche-Orient. Effectivement, c'est au niveau de toute la population qu'il faudrait trouver cette entente sur une raison, justice et paix. Heureusement que de l'autre côté, en Israël, les Palestiniens peuvent rencontrer des hommes et des femmes épris et éprises de paix. Et je pense que c'est en prenant dans chaque camp des gens qui sont à la recherche de la paix qu'on pourra peut-être faire un pas. En tout cas, la lutte armée a montré son incapacité pendant 50 ans. Pendant 50 ans, ça n'a pas marché. Il faut vraiment maintenant que les gens de bonne volonté se disent deux peuples, deux terres et puis une bonne entente. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.